Alors vous nous trouvez, nous sommes en train de sortir sur le premier thème de cette émission, l'exode rural. La question, elle était de comment stopper la saignée. On prend votre réaction avant de passer au prochain sujet. Bon, d'accord, je pense que pour aller vite, peut-être prendre les causes de l'exode rural. Elles résident actuellement dans le monde moderne et le Cameroun actuel sur la malgouvernance à titre principal, sur l'absence de vision et de politique de l'arrière-pays, parce qu'en fait c'est de ça qu'il est question. Sur la notion même, la pénétration de cette notion même d'équilibre de développement entre les zones périphériques et les zones centrales, c'est-à-dire dans l'esprit des concepteurs même des politiques publiques nationales. Parce que ce sont les trois principaux problèmes que pose justement l'exode rural. Voyez-vous, le Cameroun a peut-être une politique équilibrée quant à ce qui est des 10 régions du Cameroun, c'est-à-dire qu'on ne perçoit pas toujours, à part Yaoundé et Douala, un certain déphasage de développement des 8 autres régions. Mais il y a un problème, c'est quand on compare les centres-villes, les chefs-lieux de ces régions-là avec les zones périphériques dans chaque région, que le problème s'amorce et s'étale. Alors le véritable problème, donc, c'est ces trois éléments que je viens de citer. Alors, une fois qu'on les a posés, on se pose encore une autre question. Mais pourquoi cette situation-là? Pourquoi l'exode rural? Parce qu'en fait, la jeunesse est comme aimantée par ce qui évolue en ville et ce qu'il n'y a pas dans les villages. Appelons ça comme ça, village, mais c'est assez péjoratif. La jeunesse est assez aimantée par le goût du modernisme qui, en fait, se retrouve pratiquement dans les villes, mais ne se retrouve pas dans les villages. La jeunesse est surtout aimantée par la présence en ville de ce qu'il n'y a pas dans les villages. Parce qu'en fait, les routes qui partent des villes s'arrêtent quelque part au milieu entre la ville et la périphérie. Ça devient un problème. Il faut aussi savoir que la santé, en fait, qui est supposée partir de la ville pour les zones rurales n'y arrive pas parce qu'en fait, il manque de plateaux techniques. Alors, un enfant qui vient se faire soigner en ville et qui a vu tout ce qui est en ville a du mal à retourner au village par crainte qu'il ne tombe à nouveau malade et ne décède là-bas. C'est ça le véritable souci. La même chose avec les écoles. Quand vous parlez des enseignants, on a le mouvement OTS. Quel type d'enseignants on envoie dans les zones rurales? Parce qu'il faut aussi poser ce genre de problème. C'est une cause d'exode rural. C'est-à-dire qu'aucun fonctionnaire enseignant aujourd'hui, du moins très peu, ils sont très peu, à part les sacrifiés, veut travailler dans les zones périphériques. Tout le monde veut travailler en ville. Quelqu'un est sorti de l'école normale hier, la première chose qu'il demande à son oncle, c'est de le placer dans un ministère et ne pas enseigner, ne pas aller à la craie. À la fin, on se retrouve dans la périphérie avec soit des enseignants qui n'ont personne pour les garder en ville et donc ils vont pas en dépit et donc ils ne font pas leur travail, soit alors des enseignants qui y sont simplement parce qu'ils ne veulent pas faire grand-chose et faire tranquillement leur business parce qu'en fait, il y en a qui sont supposés être en poste dans les périphéries, mais par la complicité de leur patron, travaillent dans les villes à faire autre chose et partagent leur salaire avec leur hiérarchie. Vous voyez, donc ça fait qu'ils sont formés au rabais. Cela va, il y va aussi du personnel sanitaire, la même chose. C'est autant de choses donc qui insécurisent ceux qui vivent dans les villages et qui leur donnent l'impression en fait qu'on est mieux qu'en ville. En plus de cela, il faut ajouter le défi télécommunicationnel qui existe parce qu'en fait, le monde aujourd'hui, le monde des télécommunications, si un enfant, par exemple, est habitué à son petit téléphone Android et qu'il manque constamment de connexion, vous pensez qu'il sera content de rester au village? Si un enfant a son téléphone Android qui lui permet de communiquer avec je ne sais pas qui, des parents, des amis en ville ou bien peut-être à l'extérieur du Cameroun et qu'il ne peut pas toujours les avoir. Pour les avoir, il faut aller sur la colline dans la brousse pour avoir le réseau. Alors, il sera tenté d'aller habiter en ville où il peut communiquer tranquillement et avoir tout ce qu'il veut. Vous voyez, donc ce sont autant de causes qui font que aujourd'hui on peut parler d'exode rural, mais à tort parce qu'en fait, les villages, et je sors par là, la périphérie est en fait le poumon même du Cameroun. Voyez-vous, le président Ahidjo avait une politique formidable. On avait par exemple créé la Mide-Vive, la mission de développement des produits vivriers, ainsi de suite. C'était justement dans cette logique-là. C'est-à-dire que il avait décidé de créer en zone périphérique des niches de production agricole qui permettraient à nos frères et sœurs qui vivent dans les villages de produire dans les villages afin de pouvoir alimenter les villes. Et on avait même une politique de ceinture verte autour de chaque région. C'est-à-dire que les régions, par exemple, comme à l'ouest, où on a la culture de la tomate, vous voyez, par exemple, les gens pensent peut-être, parlent maintenant de la SCAN, la société de la SCAN, ce qui avait été créé
Aujourd'hui, sur le Noun est numéro 1 dans la production de la tomate, c'était justement dans cet esprit-là du président Ahidjo. Le blé, la même chose quand on avait décidé de créer, il avait décidé de créer cela dans la zone de la Damawa et aussi un peu dans le nord-ouest. Le riz aussi dans les zones de Ndop et compagnie. Donc c'était dans ce sens-là justement qu'il avait décidé de créer une ceinture verte afin d'amortir justement les zones rurales, c'est-à-dire d'employer ceux qui sont dans les zones périphériques afin d'empêcher qu'ils vident les villages où normalement on est censé instiller la production et d'alimenter les grandes villes pour que les jeunes ne traversent pas. Donc voilà les grandes politiques. C'est pour ça que je dis que la faute principale, il y a ceux qui nous dirigent et qui manquent de politique sur l'utilisation de la périphérie aux fins de bonne gouvernance et surtout de développement du pays dans les jours qui viennent et les années qui arrivent. Et tant qu'ils ne le feront pas, on n'est pas sorti de l'auberge. Valère Bessala, je ne sais pas si peut-être d'autres ont compris à tort ou à travers le message du président de la République, il y aura hausse du carburant ou il n'y aura pas, d'après vous? Le langage politique il a été donné. Je crois qu'on ne fait pas d'embâche dessus. Je crois que la date c'est février. Je crois limite. Il y aura hausse des carburants. La limite inférieure de l'augmentation c'est février. Et je crois d'ailleurs que le montant du super est connu. Oui. Moi je pense qu'en fait le sujet de la vie chère est un sujet tout à fait normal de la vie des Camerounais. Et peut-être il vaudrait mieux d'abord savoir pourquoi nous vivons cher au Cameroun. Parce que c'est ça, d'abord la question pour moi, la question de fond. Institutionnellement, le Cameroun ne vit que des impôts. Il vit des impôts, des droits de douane. Oui, c'est des impôts. Des droits de douane, il vit des dons et il vit des ressources issues du pétrole, notamment de la SNH qui assure... Alors, si on prend ces 4 revenus du Cameroun, vous avez bien vu qu'on a exclu toute propension à l'ouverture du sous-sol camerounais, comme c'est le cas par exemple d'autres pays, c'est-à-dire qui exploitent déjà des ressources comme le coltan, le cobalt, l'uranium, ainsi de suite. Alors comme nous vivons des impôts, ça veut dire que nous vivons en fait des ressources conjoncturelles. Et quand un pays vit des ressources conjoncturelles, il se situe aussi sur le plan économique, sur l'aléatoire. C'est-à-dire que notre niveau de vie sera toujours calqué en fait sur la capacité de l'État à collecter. Alors s'il collecte moins, forcément il aura aussi des difficultés à satisfaire les besoins domestiques. S'il collecte plus, il sera peut-être à même d'assumer son ardoise domestique. C'est un jeu très simple, j'explique comme ça des règles économiques. Ceux qui sont à la maison qui ont fait économique me comprennent très facilement. Rassurez-vous, vous avez compris de tout le monde. Alors, quand je l'ai dit, je reviens donc sur le fait qu'on ne peut pas s'attendre avec un système comme celui-là à des faveurs. Et qui plus est, lorsqu'on est au Cameroun et que l'on se rend compte que nous fonctionnons avec ces 4 éléments-là, notamment les impôts, la douane, la vente du pétrole, ainsi de suite, on se pose donc des questions. La première, c'est qu'est-ce qui est fait par les gouvernants pour une rationalité ou une rationalisation de la dépense? Parce que c'est ça le véritable problème aussi du Cameroun. Si vous vivez des fonds ou des revenus aléatoires, comme on vient de les citer, alors on doit comprendre que nous soyons aussi un pays qui est assis sur la rigueur de la gestion. Ça veut dire qu'on devrait davantage maximiser sur l'investissement plutôt que sur le fonctionnement. C'est-à-dire que, puisqu'on est assis sur des fonds aléatoires, tout l'argent que nous devons avoir doit, sur l'année, miser sur l'investissement productif, c'est-à-dire qui va nous permettre de multiplier davantage des revenus qui nous permettront de mieux satisfaire les besoins domestiques, ce qui n'est pas fait. De deux, quand on regarde encore le budget de fonctionnement, on va donc se voir que le train de vie de l'État, il ne suit pas en fait le discours de la rigueur, comme l'a dit le président de la République. C'est-à-dire que le même nombre, sinon plus de voitures, des gros cylindrés sera commandé encore. On va encore voir davantage des séminaires, des ateliers que lui-même il a interdits il y a plus d'une dizaine d'années. On va voir des missions fictives toujours. On va voir toujours des fonds noirs quelque part au ministère des Finances avec des lignes que l'on connaît déjà. Tout le monde connaît les chiffres des lignes où tout le monde va puiser avec des seaux ou des bassines. Alors ça devient un peu compliqué. Alors, le Camerounais, c'est la deuxième question, on va donc se poser la question, est-ce que la rigueur, elle est faite uniquement pour un type de Camerounais, c'est-à-dire les Camerounais du bas, et elle ne concerne pas les Camerounais du haut? Alors, je dois donc rentrer peut-être dans une autre analyse, une analyse beaucoup plus stratégico-politique pour dire qu'en fait, ce qui s'en vient
sera vraiment très difficile pour le Cameroun parce qu'en fait, l'option qui a été prise par Paul Biya de nous garder sur les lignes de revenus conjoncturels est une option politique. C'est une option politique parce qu'en fait, dans l'analyse, on se rend bien compte qu'il avait compris que s'il se mettait dans les logiques, par exemple, de la RDC, la République démocratique du Congo ou des autres pays qui ont déjà ouvert leur sous-sol, nous serions aujourd'hui en train de travailler pour le COC, c'est-à-dire pour la France. Parce qu'en fait, si nous n'avons pas encore une liberté politique, c'est-à-dire une indépendance politique, nous ne travaillerons que pour le maître dont nous sommes esclaves. Parce qu'en fait, l'esclave n'a pas de liberté en fait. Politiquement, c'est-à-dire qu'il ne décide pas de sa propre personne. Il subit. Il subit. Il travaille pour le maître, c'est l'économie. Travailler, c'est l'économie. Il vit dans la maison du maître, il travaille dans le champ du maître, la récolte appartient au maître, la sueur lui appartient à lui, l'esclave. Donc, il a compris en fait que l'indépendance politique d'abord. Et on comprend qu'il a passé plus d'une trentaine d'années, parce qu'il a commencé en fait à le faire après les années 90, la milieu des années 90, à couper les jalons qui nous retenaient encore avec la France. On le comprend très bien. Et s'il avait ouvert le sous-sol camerounais, rassurez-vous, nous aurions peut-être des propriétaires de puits de pétrole au Cameroun, nous aurions des propriétaires de mines, certainement que lui ne serait même plus au pouvoir, puisqu'avec tant d'argent, il aurait déjà chassé. Alors, nous comprenons que c'était un choix, parce qu'on dit la fin justifie les moyens, dit Machiavel. Mais alors, pour le peuple camerounais, les moyens utilisés ne seront justifiés que lorsqu'il aura atteint cet objectif, c'est-à-dire la libération politique. Mais cette libération politique, on imagine qu'elle n'est plus lointaine, mais encore qu'elle est mise à mal par ses propres collaborateurs. Puisqu'en fait, il a décidé dans le programme Sonara 2010 qu'avait engagé M. Motouk, qui avait remplacé en son temps Bernard Eding, qui avait fait plus de 24 ans à ce poste-là. Le Sonara 2010 était justement pour nous doter de la deuxième partie de l'usine qui allait nous permettre de raffiner le pétrole lourd. C'est-à-dire de mettre à mal la France qui nous avait trompé, qui avait trompé le président Ahidjo en 1974. Avec la Sonara. Avec la Sonara, c'est-à-dire que de faire de la Sonara tout simplement une caisse de stockage de son pétrole léger qu'ils importent du Nigeria depuis des années et de vendre notre pétrole lourd à l'extérieur, vous comprenez bien la chaîne des rétrocommissions, pour acheter le pétrole léger. Ils ont donc brûlé 500 milliards en fumée à la Sonara, puisqu'on avait commencé, c'était déjà presque à la fin. Ils ont accusé les Ambaboy. Voilà le véritable souci, puisqu'il y a le carburant dans ce thème-là. Nous avons donc ce souci aujourd'hui. Nous avons la centrale à gaz de Kribi, d'ailleurs, je crois que les Russes sont sur l'affaire, et je crois qu'on est aussi en train d'explorer cette affaire-là. Nous avons encore nos ressources qui sont encore pratiquement intactes, pour ceux qui connaissent par exemple la région du Septentrion, quand vous faites la région du Nord, que je connais un peu, avec le département du Fao, Poli et Beka, vous allez voir quand même la végétation, quand vous êtes dans cette zone-là, elle est très pauvre parce que tout ce sol est plein d'uranium et plein de bauxite. Et aussi du pétrole, parce que la même couche pétrolière qui vient du Tchad, dans la zone de Doba, elle suit le Cameroun jusque dans la Damawa. Vous allez donc voir avec l'uranium, la bauxite, vous avez le fer à l'est, l'or et tout ce que vous imaginez, tout est encore pratiquement intact. Alors nous disons ceci, ces années seront difficiles, mais nous nous posons la question, est-ce que Biya pourra tenir? Parce qu'en fait, ceux justement qui savent que c'est désormais sa politique, puisqu'il veut leur ravir la vedette de sa succession, c'est-à-dire en ne leur laissant rien du tout, c'est-à-dire ne pas leur laisser la succession, ils jouent donc sur cette austérité de la vie des Camerounais pour pouvoir lui poser sur la tête tous les malheurs des Camerounais. Et c'est à juste titre, puisqu'en fait, le peuple ou l'élément citoyen du peuple ne juge la politique de ceux qui gouvernent que dans son assiette. Évidemment. Si le peuple ne mange pas bien, s'il n'a pas l'électricité, s'il ne se soigne pas bien, s'il n'a pas l'eau, alors dites-lui tout ce que vous voulez libérer le Cameroun politiquement et tout ce que vous voulez, il ne vous tiendra pas au mot. Alors c'est ça le véritable souci. Est-ce que Biya pourra tenir? Alors la logique est la simple, et moi je pense et je sors par là, elle est tout à fait simple. Moi je suis d'accord. Dans la ligne politique qui est de mon parti, je dis toujours, et je le dis toujours aux jeunes, on n'a rien à foutre avec un vieillard de 90 ans. Notre problème c'est, qu'est-ce qu'il laisse à la postérité? Qu'est-ce qu'il a gâché? Qu'est-ce qu'il a construit qu'on peut continuer? C'est ça notre logique. Et comme nous sommes dans cette logique, on se dit, et Camerounais, moi je leur dis, on n'entrera pas dans les rues. Moi je ne suis pas entré en politique pour amener les enfants dans les rues. Je leur dis, ils sont en train de partir avec eux tous. Il faut qu'ils s'en aillent avec eux. Puisque notre garantie, c'est le sous-sol camerounais. Rien n'est encore ouvert. Ça veut dire que si Biya s'en va en 2025, alors celui qui viendra, à condition qu'il soit un homme brutal, parce que je veux vraiment que le prochain président soit un homme très violent et très brutal,
qu'il ouvre le sous-sol camerounais après que Biya nous ait coupé de la France et qu'en 2-3 ans, peut-être l'émergence qu'on attendait en 2035 nous arrive en 2030. Et que le c'est ça la véritable philosophie. Disparaisse de notre vocabulaire. Bien sûr, et qu'il disparaisse vraiment. Et que justement, le petit peuple arrête de serrer la ceinture pendant que ceux qui nous dirigent ont les bretelles. Alors, je sors en disant que la logique de gouvernance au Cameroun est celle de l'austérité. Mais est-ce que l'âge du président lui permettra justement de continuer à contenir le peuple contre ses propres collaborateurs qui veulent utiliser cette logique d'austérité, qui est d'ailleurs normale, contre lui et contre ses intérêts. C'est pour cela que nous pensons qu'il doit frapper. Il faut qu'il frappe, parce qu'en fait, qu'il amène au moins pour le dernier virage, et qu'il lui reste pour ce septennat, je ne sais pas s'il va se le présenter, c'est son affaire à lui là-bas, mais pour le dernier virage qui lui reste, c'est-à-dire les 20 mois qui restent de l'année, qu'il puisse frapper, changer son gouvernement et amener de nouvelles énergies qui pourront permettre au peuple d'être au moins un peu plus rassuré sur le fait qu'il veut laisser un véritable héritage et amener 80% avec lui de ceux qui l'accompagnent aujourd'hui et qui l'empêchent de laisser un résultat au peuple camerounais. C'est tout. Valère Bessala, vous avez d'ailleurs entamé le propos dessus tout à l'heure, cette question de vie chère aujourd'hui au Cameroun, vu ce qui nous attend, vu la perspective qui ne semble pas réduisante, est-ce que finalement on va se dire qu'il est plus que jamais urgent de réduire le train de vie de l'État? Non, je ne crois pas que ils n'ont pas l'intention de réduire leur train de vie. Non. Je crois plutôt que moi, je préfère la question autrement. Oui. Qu'est-ce que les Camerounais feront pour sanctionner ceux qui ne veulent pas réduire leur train de vie? Je pense que c'est ça la question de fond. Parce qu'ils n'accepteront pas volontairement. Bien sûr, parce que vous n'allez pas dire à quelqu'un qui est devenu tordu dans les mauvaises habitudes de les changer du jour au lendemain. Ce sont déjà des morceaux de bois qui ne peuvent plus devenir des crocodiles ou des poissons dans l'eau. Donc la logique est maintenant, c'est nous autres là, qui sommes censés pêcher dans la mare commune et nationale. Il nous empêche d'avoir le poisson dans nos assiettes. On va dire comment on fait ça pour faire sortir ces morceaux de bois de notre mare. Alors c'est ça le véritable souci. C'est ça le véritable souci. J'ai l'habitude de le dire aux jeunes. Moi, Paul Biya, comme il est parti. Il est parti d'ailleurs. Excusez-moi, je suis dans votre thématique, mais j'ai choisi un parallèle. Ouais. Il a choisi de partir et il joue avec deux leviers. Biya joue avec le levier de l'hypocrisie, le poltron. C'est-à-dire celui, en fait, qui vous entretient avec des discours, mais qui fait exactement le contraire de ce qu'il vous dit. Donc, quand il y a quelques rares discours, comme celui de la fois dernière, il y a quelques jours, où vraiment, on a senti qu'il a accepté ce que le rédacteur lui a soumis, parce que ça traduisait un peu la réalité. Et il sentait qu'au fil de l'année 2023, les Camerounais ont senti qu'il était déconnecté. Alors, il a choisi de parler vraiment des choses de tous les jours, les poubelles, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais tous les discours d'avant vous ont toujours montré que l'homme, il vous dit une chose le 31 et tout le long de l'année, il fait exactement autre chose. Pourquoi? Parce que c'est ça la poltronnerie. Et pour ceux qui ont été un peu des chefs quelque part, ils savent qu'en fait, un chef, on ne doit pas le lire dans sa trajectoire. Un chef, quand il vous dit c'est à droite, c'est que certainement, il n'a même pas bougé déjà. C'est ça, en fait, soit alors il va à gauche. Et c'est pour ça que je tenais encore à le rappeler qu'en fait, il a fait autre chose. C'est ça la politique internationale. Parce qu'en fait, il a compris qu'il doit partir en coupant ses liens. Un vieillard, il n'a plus rien à perdre. Et partant de cette logique, nous autres les jeunes, et je réponds à un de vos téléspectateurs qui me posait la question, quelle est la conduite à tenir? Attendons. Attendons. On perd quoi à attendre? Puisqu'il a 90 piges. Peut-être nous autres, on sera morts si Dieu décide qu'on parte avant lui. Mais ce qui est sûr est qu'il partira quand même. Et que ceux qui auront attendu verront la lumière du soleil. C'est ça le plus important. Plus il vieillit là où il est, plus ceux-là aussi prennent des années sur eux. C'est pour cela qu'ils ne sont pas tranquilles. C'est-à-dire qu'ils se disent, mais le vieillard, il veut partir avec nous tous. Vous voyez ce qui s'est passé au Gabon. Je prends toujours ce parallèle pour dire aux Camerounais, regardez. La France a compris que si elle laissait le Bongo là, avec ses insuffisances là du fait de ses attaques et sa maladie, quelqu'un d'autre viendrait le nettoyer parce que le peuple avait compris en fait qu'il ne tenait plus le pays. Alors il valait mieux pour la France de vite le nettoyer, de mettre notre pantin qui peut continuer à faire la politique française. C'est la même logique dans laquelle nous nous retrouvons au Cameroun. C'est-à-dire que l'âge du président le rend pratiquement impotent aux yeux des stratèges qui veulent sa place. Et donc ils se disent, il ne faut pas que quelqu'un d'autre vienne nous ravir la vedette en le dégageant. Nous devons nous assurer pour le dégager. C'est pour ça que je dis toujours aux jeunes,
il est notre chèque en blanc pour le prochain régime. Plus il va rester là, nous on ne perd rien. Nous, on doit gagner plutôt, pendant qu'il est là, à nous forger une personnalité politique, à nous forger une identité politique, une mobilisation politique. Quelqu'un parlait d'aller vous inscrire massivement sur les listes électorales. Pour que le moment venu, s'il est encore là en 2025, on décide de le sanctionner. Mais on prend les mairies, on prend l'Assemblée nationale, on le laisse avec ses ministres en haut là-bas. C'est-à-dire qu'il a son gouvernement, ils sont ministres, et nous on est dans les assemblées, et puis dans les mairies, on sert le Cameroun au quotidien. Vous comprenez ce que je dis? C'est ça la vérité particulière. La troisième chose, c'est que comme il s'en va là, il y a travail avec la mort. Faites très attention. Et je dis ça aux jeunes. Moi, je ne peux pas amener les jeunes pour affronter un mec qui a tout reçu des Camerounais. Aucun de nous n'était là quand il faisait les 10 régions du Cameroun. Il entrait dans l'eau, il entrait dans les, je ne sais pas moi, les herbes et tout ça. On lui donnait des tas de choses dans les forêts. Et donc, on ne peut pas venir entrer dans un combat qui ne nous concerne pas. Et en plus, c'est notre avantage qu'il s'en aille comme ça, puisqu'il est déjà âgé. Alors, il travaille avec la mort comment, madame? Regardez très bien comment l'homme y bosse. La crise anglophone, je l'ai toujours dit, elle sera résolue. Sa solution est Yaoundé. Le PAN ne veut pas mourir depuis un bon bout de temps. On soupçonne qu'il veut mourir, mais il ne veut pas mourir. Mais ça retarde les choses. Le président du Sénat non plus ne veut pas mourir. Bon, on apprend des choses quand même. Il y a des sueurs qui coulent quelque part. Mais il y a temps, tranquillement. Quand ils partiront, il va organiser le jeu de chaises. Et ça va bousculer tout Landerneau. Parce que les Camerounais, du moins les apparatchiks, ont été habitués à ce que l'Assemblée nationale appartient aux nordistes. Maintenant, bon, à l'ouest, le grand Grassfield, c'est le Sénat. Bon, le Conseil, bon, bref, vous connaissez déjà les répartitions du gâteau national. C'est devenu gênant pour Paul Biya. Ça fait aujourd'hui que les anglophones sont dans leur botte pour dire, en fait, où sommes-nous dans cette répartition du gâteau? Or, la crise ne peut être résolue d'ailleurs en commencement de résolution que lorsqu'ils comprendront que on tient compte de nous aussi, de notre identité, dans le partage de ce qu'ils ont appelé le gâteau national. Donc, Biya aujourd'hui vise la mort. Ça devient un peu compliqué. C'est pour ça que vous voyez par exemple que l'homme a beaucoup changé. Et quand nous on regarde quelques avant, je sors par là, on se rend particulièrement compte que il n'est pas notre problème, madame. Il n'est plus notre problème. Le problème du Cameroun à l'heure actuelle, et pour 2025, c'est nous, les Camerounais, c'est nous, la jeunesse. Si nous continuons toujours pour les jeunes à insulter les autres jeunes qui veulent absolument faire quelque chose et se débrouiller avec les petits moyens qu'ils ont pour conscientiser les autres jeunes, on n'avancera pas. Si les jeunes ne comprennent pas qu'il faut défendre le jeune là où il est, on n'est pas parfait, on est imparfait, mais nous devons avoir un seul objectif. C'est le changement pour qu'au moins celui qui viendra après Paul Biya soit quelqu'un qui tient compte, celui qui a souffert comme vous et moi, Madame Guessele, tous ceux qui sont sur ce plateau, qui connaissent la vie du Camerounais au quotidien, parce que c'est de ça qu'il est question. Donc c'est un avantage pour nous que ce monsieur vieillisse avec ces gens-là. Et c'est aussi un avantage qu'ils prennent même encore de l'âge pour que nous continuions toujours à travailler au quotidien. Je sors donc, Madame, en disant que la problématique de la vie chère, c'est une bonne problématique pour moi. Parce que moi, ça m'arrange particulièrement. C'est-à-dire que les Camerounais doivent comprendre que la vie chère aujourd'hui, si la vie coûte cher, c'est parce que nous-mêmes aussi, on a laissé ces gens-là. Mais aussi nos parents aujourd'hui, qui ont déjà un peu plus de 50 ans, l'âge de mon grand frère Niek, qui doivent comprendre que c'est eux qui nous ont mis dans ces problèmes. C'est-à-dire qu'ils sont toujours allés voter ce régime contre du poisson et du pain. Et aujourd'hui, ils ne savent plus quoi faire de leurs enfants. Moi, je vois un mec qui arrive, par exemple, sur un réseau social et qui vient encore insulter le régime actuel, alors qu'il a voté pour ce régime pendant plus de 40 ans. Alors, il oublie qu'en fait, c'est la faute, c'est à lui. Nous, les jeunes, nous devons comprendre que nous devons convaincre nos parents de ce que nous prenons notre destin en main. Ouais. Ils ont péché en nous gardant ces gens-là toujours au pouvoir. Ils ont péché en allant toujours voter le poisson et le pain pour toujours se plaindre. Ils n'ont pas le droit de se plaindre, c'est-à-dire les générations supérieures. La seule chose que ces générations peuvent faire pour nous, c'est de nous accompagner, non seulement dans la conscientisation, mais dans la prise en main politique et électorale des lendemains de 2025. Bon, Valère vous a tous tués.